Avant-hier est sortie la version bêta des règles de Ami, la saga des murmures, donc le jeu de Samy. Rêve création, on en parle depuis un petit moment, hein. On vous avait montré les sculptures de Luxtentor, les dessins de Ben. Donc ça y est, il y a la bêta des règles, donc je me suis pas spoil, hein, ça va vraiment être découverte. J'ai pas lu avant. Voilà, donc on va découvrir ça ensemble. Allez, let's go. On va aller voir les règles de Ami. Tu as raison. Pendant que Samy est là, on va en profiter. Donc du coup, il nous l'avait promis, la version bêta qui sort. Pour que ce soit une réelle découverte, j'ai vraiment rien lu avant. Donc on va découvrir ça avec mes talents incroyables de lecteur que vous connaissez si bien. Donc c'est tout simple, vous allez sur le site de Rêve Création. Je vais vous le mettre si vous voulez avoir le PDF en même temps de votre côté. Sinon vous allez sur mon Discord, il y a tout sur mon Discord, incroyable. Et donc du coup dans la section téléchargement, vous allez avoir le PDF de la version bêta des règles de Ami, que voici, que voilà, avec un magnifique dessin de Ben l'illustrateur. Let's go. Bah au moins ouais, il s'est pas contenté de juste faire un fichier texte. C'est pareil, moi pour l'alpha, je veux pas vous faire un fichier texte, c'est quand même plus agréable, non? Quand on a un document comme ça qu'un fichier texte, quoi. Note de l'auteur, dans Ami, il est bien plus important que d'ordinaire de lire le texte qui accompagne les règles de jeu. D'accord, tu nous forces à lire, salaud. Ici, par-dessus, toute l'ambiance doit être le maître mot. Pour comprendre pourquoi une règle est telle qu'elle est, il vous faut connaître son histoire. Très bien. Le but, c'est l'immersion et la narration, finalement. Eh ben, devine quoi? On est le matin. Bah, je vais pas lire tous tes textes. Moi, je vais regarder les règles. Mais je vous invite à lire le PDF en entier. Hein, si on lit tout, on va mettre 3 plombs, mais surtout, je suis pas un très bon lecteur, je trouve. Ça doit pas être spécialement très agréable pour vous. Je suis pas un bon conteur. Je ne travaillerai pas pour Audible. Donc, jeu d'escarmouche. On le savait déjà, nous. Jeu d'escarmouche, l'échelle, elle a la particularité d'être en 1.1, c'est ce qu'on avait discuté. Donc, c'est-à-dire que c'est pas des miniatures qui représentent des personnages, c'est bien leur taille qu'elles sont censées avoir dans l'univers. Ce qui était déjà assez intéressant et qui a teasé ma curiosité. Donc c'est la taille réelle des créatures, ce que je disais. Donc les combats se résolvent avec un ensemble de cartes, ok. Tous les joueurs commencent chacun avec leur même paquet de cartes. Donc c'est ouais, on aura tous le même type de cartes. Donc finalement tu sais quelle carte est dans quel paquet. Tu as les mêmes paquets, c'est ça. Mais c'est pas un paquet partagé, c'est chacun son paquet. À eux ensuite de gérer le mieux leurs mains. La gestion du temps est influencée par l'espace-temps du monde de Ami. Les créatures font, vu de l'extérieur, des bonds dans le temps. Ainsi, durant une même bataille, les jours, les saisons peuvent être semblables aux nôtres ou défiler de façon saccadée. D'accord, il va y avoir une question de temporalité et de saison. Genre en mode, il y aura peut-être des figurines qui seront plus fortes en hiver ou des trucs comme ça. Ouais, ça peut être intéressant. On va voir, on va continuer à lire. Les joueurs prennent la tête d'une communauté issue de diverses tribus. Ça, on avait lu déjà, parce que tu nous avais teasé un peu le fonctionnement de comment on monte une équipe. Sera composé de amis et bien souvent de leurs familiers. Le format sera de 3 à 8 figurines, ok. Donc escarmouche assez classique, quoique 3 figurines, c'est peu quand même. Sur table, 60 par 60, un format que moi personnellement j'affectionne. Oui, chaque paquet identique, plus choix de 3 cartes stratèges pour les surprises. Ok, donc il y a quand même une petite question de, entre guillemets, list building dans le choix de ces fameuses 3 cartes tactiques. Ok, ok. Matériel nécessaire, le plateau à 60-60, hein, ouais. 8 éléments de décor, ok. Donc tu as normalisé l'utilisation des décors. Avec petit, moyen, grand, ok. Des règles de 2
10,1 et 0,5 brindilles de longueur. Donc 20 cm, 10 cm, 5 cm. Ok, donc tu as fait ta propre unité de mesure. Comme Carnage avec ses toises et ses... Merde, Briscard, c'est quoi? Brasse. C'est rigolo, moi j'aime bien quand on met sa propre unité de mesure. Ça donne je trouve que ça donne de la consistance, même aux règles. Les règles sont porteuses de leur propre vocabulaire, du coup. Intéressant. Un jeu de 12 cartes de combat par joueur, ce que tu nous disais. Donc du coup, ça c'est les cartes, on a tous les mêmes, mais on a chacun son paquet. Un jeu de 6 cartes temps et des marqueurs disponibles en fin de livre. Ok. Donc on verra ça en fin de livre. Les bases, distance et mesure. On prendra comme distance de référence, donc du coup, la brindille, ce qu'on disait, qui est égale à 10 cm. Les tribus sont en majeure partie liées à la lumière ou à l'ombre. Ah oui, c'est ça, il y avait une dualité dans la faction. De plus, chaque ami appartient de naissance à une tribu. Alors, quand on joue lumière, il y aura canopée, arbre, roche et eau. Donc 4 familles, et 4 familles aussi du côté de l'ombre, avec grotte, arbre, roche et eau. Donc en fait, il n'y a que grotte et canopée qui changent, sinon arbre, roche et eau, on peut être aussi bien du jour que de la nuit, c'est ça? Donc au final, il y a 3, 4, il y a 5 factions, si j'ai tout compris. Yes. Il existe aussi des amis sauvages appelés ceux de la tribu de l'herbe. Le peuple de l'herbe. Le peuple de l'herbe. Ceux qu'on la ref, je sais pas. Double ref, parce qu'il y a 2 refs là-dessus. Ils sont plus influencés par le jour ou la nuit, mais ont aussi perdu une partie de leur maîtrise de la magie. Ok. Un peu les mercos, quoi. Dis-moi ce que tu portes, je te dirai ce que tu es. Un ami portera très souvent un symbole de sa tribu et, si nécessaire, celui de son attachement à la lumière ou à l'ombre. Ok. Donc il y a un marquage à faire. La couleur de la sagesse. Les jeunes amis portent des peintures rouges alors que les plus anciens revêtent du bleu. Donc tu nous mets un peu un code couleur quand même sur la figurine du coup. En fonction de comment on la peint, c'est comme ça qu'on signale le profil de notre figurine. Du coup, j'en déduis, mais ça c'est peut-être... Là je fais des déductions avant de lire le reste, tu vois, mais ça veut dire que potentiellement une figurine pourrait être un jeune comme un vieux. Et donc du coup, en fonction de comment tu la peins, c'est la même figurine, mais c'est là que tu vas marquer son appartenance et son âge. Alors, lumière et ombre, ni bien ni mal n'est rattaché à l'ombre et la lumière. Oui, tu es dans une dualité, mais pas forcément le mal contre le bien. Il s'agit simplement d'une affinité qui relie l'entièreté d'une communauté. En dehors de celle de la canopée et celle des grottes, chaque tribu comporte des membres de ces 2 sensibilités. Ok, donc c'est pas tu joues l'ombre ou la lumière, tu peux avoir des clans qui ont les 2. Je s'appelle Groot. Oui, tu crées ton perso le peignant. Ok. Bah moi, je le ferai aussi en découpant, hein, tu te doutes. En dehors de... Ça, j'ai lu. Donc du coup, oui, quand tu joues canopée ou grotte, là, tu te fermes à une lumière ou une ombre, et je suppose qu'ils vont avoir des choses en lien avec ça. Mais après, les 3 autres factions, tu as un mélange des 2. Ok. Donc c'est pas une opposition, en fait. Ouais, ils peuvent travailler ensemble, quoi. C'est pas si manichéen. Il existe aussi, dans de très rares cas, des amis voyageant sans attache entre lumière et ombre. Ils sont tous unis sous le signe de l'herbe. Et ça, c'est les fameux petits sauvages, là. Je s'appelle Groot, le peuple de l'herbe. Canopée, uniquement lié à la lumière. Les amis de cette tribu sont principalement composés d'anciens. À l'abri dans leur hauteur, ils ne redescendent qu'en cas de force majeure ou lorsque les lieux sacrés sont menacés. Ok, c'est des vieux qui vivent à la cime des arbres, quoi. La grotte, donc du coup l'autre qui est associé à l'ombre. La grotte et leur royaume, du coup ils vivent dans des grottes, c'est écrit dans le nom, c'est comme le port-salut. Vivant parmi les prédateurs les plus dangereux, il est plus difficile à un ami, plus que dans toutes les autres tribus, d'atteindre le statut d'ancien. Donc eux ils vont avoir plus de jeunes, du coup les gars de la grotte, parce qu'ils sont bouffés. Alors arbres du coup, qu'est-ce qu'ils font les arbres? Il s'agit d'une tribu très proche de ses familiers, qu'elles élèvent en troupeaux.
Il n'est donc pas rare de croiser les amis qui composent avec des effectifs de familiers plus importantes que la normale. D'accord, donc si tu veux jouer très familier, tu joues arbre finalement, ok. Rochers, leurs familles sont souvent plus résistantes grâce à leur capacité à assimiler des minéraux. Ok, ça va être des gros loulous, je suppose. La fluidité, l'eau. Donc la fluidité est un atout principal de cette tribu. Ses membres sont les plus rapides de la forêt. Là, tu veux jouer mobilité. On voit déjà les gameplays qui émergent en fonction de ta petite description. Et herbe, du coup, bah, c'est les petits sauvages qui se baladent un peu entre ombre et lumière. Ça roule. Les castes. Donc ça, c'est caste, finalement, c'est la classe de tes personnages, on pourrait dire, si on prend un mot qui est plus familier. Les castes seront détaillées plus loin dans le livre, d'accord, mais voici déjà une représentation succincte afin de cerner le fonctionnement de la communauté de Amis, ça marche. Donc il y a les guetteurs. Les guetteurs, qu'est-ce qu'ils font? Ce sont en première ligne pour tout ce qui concerne les prédateurs, ok. Leur cri peut, en quelques secondes, faire passer l'information à des kilomètres, ça marche. Donc il va y avoir un système de prédateurs et de dangers, genre de PNJ. Bon, on va voir, on découvre. Ne me dis pas, on va voir. Pisteurs. Les pisteurs sont essentiels au sein des amis. Ils servent l'essence sous toutes ses formes. Ils sentent l'essence sous toutes ses formes. Tu ne nous as pas encore parlé de l'essence? Alors, c'était peut-être dans le texte que j'ai pas lu, du coup. Du coup, c'est une ressource importante pour les amis, je suppose. Les gardiens, ils gardent les endroits les plus sacrés et les passages importants, ok. Donc des protecteurs. Et le compteur. Le compteur sont des meneurs par nature. En premier lieu, ils sont les seuls à pouvoir réellement communiquer. D'accord? Là où les autres utilisent des signes basiques et divers bruits, les compteurs transmettent les informations par la pensée. D'accord? Donc eux, c'est les chefs. C'est les Skarls qui racontent les sagas. Sagas des murmures, du coup. Caractéristiques, on va avoir du mouvement. Donc ça va être les nombres de brindilles sur lesquels on bouge. Essence égale ressources égale PV. Ok, ça roule, merci. Cogner, nombre de cartes combat piochées. Ok, donc ça c'est ta capacité à te battre. Nombre de cartes piochées quand tu fais du tir. Ok, tirer. Essence, nombre de points d'essence de la créature, donc points de vie, comme tu nous expliquais. Et le socle, la taille de socle, tout simplement. 1. Mise en place des décors. Conseiller. Chaque joueur, à tour de rôle, place un décor. Donc conseiller, ça veut dire que tu ne nous obliges pas à le faire. Tu nous dis que c'est mieux si on fait ça, mais on peut switcher cette règle. Je suppose. Chaque joueur, donc, à tour de rôle, place un décor. Il ne peut pas y avoir plus de 2 décors par quart de table. Ok. La table fait 60 par 60 et doit contenir 8 décors. Et donc, au début, on avait vu quel type de décor il y avait, des petits, des moyens et des grands. Ça marche. Le plaçage de décors en alterné, comme ça, il me semble que c'est Alchemy qui fait ça, en tournoi en tout cas. Le jeu appartient toujours aux joueurs. C'est pas faux. C'est pas faux. Et même s'il y a marqué obligatoire. Finalement, on fait ce qu'on veut à la fin. Mais après, c'est une importance dans. Mais toi, tu t'en fous parce que du coup, tu as clairement dit que tu étais dans une optique de narration et d'ambiance. Et dès qu'il y a un jeu qui a une optique un peu tournoi, il faut avoir des choses clarifiées qui sont externes aux joueurs pour tout simplement éviter les prises de bec et les différentes façons d'appréhender les choses. Donc du coup, oui, c'est pas trop ton cas, parce que je suppose que tu veux pas du tout t'orienter sur du compétitif. Alors, de détermination de l'initiative, qui c'est qui joue en premier. Donc forcément, c'est de l'affrontement, donc c'est un contre un. Je vois comment c'est marqué. Hop là. Les deux joueurs piochent 2 cartes de combat qu'ils remettront sous la pioche. Le tournoi restera possible, quitte à un jour faire des règles de tournoi. Oui, après tu peux toujours essayer effectivement faire un petit PDF de règles spécifiques pour le tournoi, c'est ce que font beaucoup de jeux aussi. Donc on pioche 2 cartes de combat qu'on va remettre sous la pioche après, ok. Celui qui a le plus de symboles lumière gagne, ok. En cas d'égalité, on pioche une 3e carte et ainsi de suite jusqu'à qu'on y arrive, ok. Le gagnant peut choisir son bord de table parmi les 4 et laisser son adversaire commencer la partie en lui donnant l'initiative, ou laisser son adversaire choisir son bord de table et commencer la partie du coup, ok. Déploiement. Chacun leur tour, les joueurs, en commençant par celui qui a l'initiative, logique, place une créature, soit dans sa zone de déploiement, soit en respectant
sa règle de tribu, donc je suppose qu'il y a des déploiements un peu différents. Note, un familier lié à un ami est toujours déployé à son contact. Ok. Ok, jusque-là, ça va, c'est classique et logique. Note, les petits décors fournissent un couvert tandis que les moyens et les grands bloquent les lignes de vue. Ok. Donc il y aura un système de couvert. Tour de jeu. On détermine si c'est le jour et la nuit. Ok, donc la temporalité va changer au cours de la partie, je suppose. Retrait des marqueurs magie en fonction de leur nature. Jour, lumière, nuit, ombre. Ouais. Exemple, on retire les marqueurs lumière si une carte nuit a été piochée. Ok. Donc ça, c'est le fameux deck finalement de cartes de temporalité qu'on a vu, je suppose. À partir du tour 2, les joueurs dont la période correspond à leur communauté peuvent faire une des actions suivantes. Rendre une essence perdue à l'une de leurs créatures. Ok, donc si genre tu joues ombre et que c'est la nuit, tu peux soigner ton gars. Refaire entièrement leur main en la défaussant puis en reprenant 3 cartes combat. Ok. Prendre l'initiative pour ce tour-ci s'ils ne l'avaient pas le tour précédent. Ok, tu peux piquer l'initiative, c'est cool. Alternativement, les joueurs activent une figurine qui n'a pas encore été activée durant ce tour. Donc là, on revient sur l'activation alternée classique. Une fois toutes les figurines qui ont été activées, le tour se termine. Classique, normal, ok. Détermination du jour et de la nuit, voilà, ça m'intéresse. On tire une carte temps, donc ouais, c'est bien ça, avec le deck de carte temps, pour déterminer si c'est le jour ou la nuit. On applique éventuellement l'événement indiqué sur la carte. Donc ok, il va y avoir des événements aléatoires. Donc il y aura un petit côté aléatoire qui va peut-être faire des retournements de partie, qui peut être assez intéressant. Descriptif d'une carte jour et nuit. Les cartes jour et nuit portent un symbole représentant la période durant laquelle se déroule le tour. Ok, bon ça, ok, jour ou nuit. Il se peut aussi qu'en plus de cela, la carte porte un second symbole déclenchant un événement. Les événements possibles sont prédateurs ou tempête d'essence. Ah, les fameux prédateurs du coup. Prédateur, chaque joueur choisit une de ces créatures non cachées. Elle perd immédiatement un d'essence. Si toutes ces créatures sont cachées, rien ne se passe. Ok. Ok, donc petit dégâts pour tout le monde, quoi. Et tempête d'essence, les amis ne peuvent pas utiliser de sort durant ce tour. Ok, blocage de la magie. Donc dégâts ou magie. Ok. Et du coup, ouais, t'as fait un événement. euh, T'as fait un événement voilà, qui se résout mécaniquement. Mais t'as pas eu envie, vu que tu parles d'immersion, que c'est un petit monde dans les herbes et tout ça. T'as pas parce que moi, dès que j'ai lu Predator, j'ai pensé à ça tout de suite, mais je vois que la règle n'est pas ça. Mais j'ai pensé, tiens, il va nous faire des PNJ en fait. Il va nous faire des figurines d'animaux ou je sais pas quoi, et il va utiliser en tant que prédateur. T'avais pas eu, enfin, je vois qu'il n'y a pas ça, mais est-ce que t'y as pensé ou pas du tout? Je pense que c'est peut-être trop compliqué ou je sais pas. Par la suite, dans le PDF, ah, donc c'est déjà marqué. Ok, je mets la charrue avant les bœufs. Ok. Donc on va lire, on va continuer à lire. Encore du lore, hein. Je vous invite à lire le lore. C'est des modules, ok. C'est pas obligé dans le jeu de base, ça se rajoute après, ok. On va regarder ça de toute façon. Retrait des marqueurs de la magie en fonction de la nature. Seuls les marqueurs de magie correspondantes à la période du jour restent en jeu. Les autres sont retirés. Il s'agit de marqueurs plus 1 ou moins 1 d'activation et des marqueurs cachés magiques. Ok. L'activation d'une figurine. Les joueurs désignent une de ces figurines, amie ou familier, qui n'a pas encore été activée et lui fait réaliser diverses actions. Une figurine peut faire un maximum le nombre d'actions données par son profil. Ok. De base, un familier et un ami ont 2 actions. 3 pour les jeunes amis. Ok, les jeunes font plus de trucs. Et je suppose que les vieux sont plus costauds en magie ou en truc. Les actions possibles, donc on peut marcher. Donc ça va être un déplacement, je suppose, vis-à-vis de son nombre de brindilles qui est marqué sur sa carte. Figurine, déplacer un maximum de caractéristiques de mouvement, ouais, c'est ça. Hein, librement marcher, s'éloigner d'un adversaire. Utiliser pour s'éloigner d'un adversaire. Ok, donc il n'y a pas le principe d'être coincé au cac. On peut aller venir comme on veut. D'un adversaire avec lequel il était en contact. Ah si, mais on doit payer quand même une action supplémentaire. Donc se désengager. Donc finalement, il y a quand même un acte de désengagement.
Un ami ne peut pas faire plus de 2 actions marche lors de son activation. Ok. On ne peut pas quitter un corps à corps et en déclencher un nouveau durant la même action. Donc tu peux pas switch entre différents persos. Ok. Ouais, tu peux pas jouer au ping-pong. Charger. Il s'agit de faire un déplacement comptant comme une action marché qui met la figurine en contact avec un adversaire. Ok, donc c'est une charge. La figurine immédiatement une action cognée gratuite. Ouais, donc une charge. Un ami ne peut pas faire plus de 2 actions cognées lors de son activation. Donc ça veut dire qu'on ne pourra pas retaper avec une action. Genre si on a 2 actions, on ne pourra pas charger, avoir son action gratuite et recogner. On ne peut pas utiliser charger pour s'éloigner d'un adversaire avec lequel on est en contact. Ok, on est obligé d'utiliser les 2 actions de désengagement. Et deuxième fois. 2 fois. Hein? Attends. Ah, ne peut pas faire plus de 2 actions. Oui, on peut taper 2 fois, mais pas 3. Donc du coup, on pourra charger puis taper. Mais par exemple, un jeune ami qui a 3 actions, il pourra pas charger, avoir sa frappe gratuite, taper puis taper. Ok. Une figurine en contact avec un adversaire, donc là c'est cogné. Bah du coup, bah c'est cogné quoi. Action, le joueur, créature qui cogne, pioche autant de cartes que ses cartes de combat. Donc c'est ce qu'on avait vu Enfin, carte de combat que sa caractéristique, ce qu'on avait vu en haut. Cogner la figurine, il ajoute une à sa main et remet les autres dans son paquet. Donc en fait, ça te permet de... Ok, ça te permet de renflouer ta pioche. Et donc, du coup, plus tu as une bonne capacité de combat, plus tu auras du choix. Mais tu n'utilises pas toutes les cartes que tu pioches, tu en choisis qu'une. Le joueur ciblé pioche une carte combat qu'il ajoute à sa main. Lui, il en pioche qu'une, il n'a pas le choix. Ok. Et des joueurs choisissent secrètement une carte de leur main qu'ils révèlent en même temps. Ok, bon ça j'ai hâte de voir comment ça se résout du coup le combat. On va voir ça plus bas, je suppose. Ah bah non, il est là. Bah oui, bah c'est plus bas quand même. Résolution du combat. On regarde sur la carte du cogneur la zone qui correspond à la période du tour. Jour-nuit. Ok. On compte les symboles lumière et ombre et on compare à ceux sur la carte du défenseur pour la même période. Pour chaque symbole lumière ou ombre que l'attaquant a en plus comparé au défenseur, le défenseur perd un d'essence. On applique éventuellement les effets de la carte combat des créatures non éliminées. Exemple. On est le jour. Attends, pour la période du tour. La carte de l'attaquant possède 3 symboles lumière et 0 symbole ombre. Ok. La carte du défenseur a un symbole lumière, un symbole ombre. Ok. L'attaquant a donc 2 lumières de plus et n'a pas d'ombre en plus. Le défenseur perd 2 d'essence. Ok. À la fin de l'action, cogner les figurines en contact reste engagé. Ok. Rappel, pour le défenseur, une figurine doit faire une action de mouvement. À la fin de celle-ci, elle reçoit un marqueur -1 action non magique. Ah, c'est le rappel de... Ouais, pour se désengager, il faut faire le double mouvement, c'est ça. Descriptif d'une carte de combat. Une carte de combat est divisée en 2 parties. L'une pour le jour, l'autre pour la nuit. Sous chaque symbole sont représentés les différents dégâts infligés ou bloqués, ainsi que d'éventuels effets qui seront décrits plus loin. Ok. Donc ça va vraiment dépendre de l'aléatoire finalement, enfin ta stratégie, ça va dépendre de l'aléatoire de la pioche si ça tombe un jour ou la nuit. Du coup, dur de planifier ça. Du coup, peut-être tout intérêt à avoir des teams qui sont capables, avec quelques membres qui sont capables la nuit, quelques membres qui sont capables le jour, quoi. Sauf si tu joues canopée ou caverne, où là, je suppose que tu vas vraiment être orienté full nuit. L'action, ou full jour. L'action est la même pour les projectiles physiques ou magiques. Une figurine qui fait une action de tir doit d'abord vérifier que sa cible est à portée et s'il a une ligne de vue. Ça c'est classique, ok. Ah, une team est que nuit ou jour. Ok. Mais ça les incapacite pas, le fait d'être la nuit, si par exemple t'es une team du jour. C'est juste qu'ils sont peut-être moins efficaces ou il y a moins de synergie. Je suppose que ça les incapacite pas. On verra, de toute façon, on va voir les profils, non? Alors voilà, oh, donc ligne de vue, portée, ça classique. Les amis ne bloquent pas les lignes de vue. Ok, donc on peut tirer à travers ses copains. Si la cible est trop éloignée, l'action n'est pas possible, mais ce n'est pas perdu.
2 fois max par activation, on peut tirer dans un corps à corps. On peut pas tirer dans un corps à corps, d'accord. On peut tirer que 2 fois par activation. On peut pas tirer dans un corps à corps. Les amis ne bloquent pas. La cible est trop éloignée. L'action n'est pas possible, mais n'est pas perdue. C'est-à-dire, il n'y a pas de prémesure? Ah oui, c'est vrai que t'as pas précisé. Du coup, est-ce qu'on peut prémesurer avant dans ton jeu? Que dans ce cas, on risque pas de perdre l'action si on peut prémesurer, parce qu'on a calculé que de toute façon il était trop loin. Le joueur de la créature. Non, surtout pour la gestion des marqueurs en début de tout. Et certains sorts. Ah, ça, tu parles de la. Ouais, est-ce que c'est un capacite ou pas? Et donc, du coup, non, ça incapacite pas, on est d'accord. Et pré-mesure, oui, il y a de la pré-mesure. Donc, de toute façon, tu sais si tu peux tirer sur quelqu'un ou pas. Donc, quoi qu'il arrive, tu perds pas ton action, parce que si tu peux pas, tu le fais pas. Le joueur de la créature qui tire pioche autant de cartes combat que sa caractéristique de tir. Ça, c'est pour résoudre le tir, du coup. Donc, pour le moment, ça se résout comme le CAC. On ajoute une à sa main, remet les autres sous son paquet. Ok, jusque-là, même système. Le joueur cible pioche une carte de combat, pareil. 2 s'il est à couvert, donc le fameux couvert qui est permis par les petits objets de décor. Il ajoute à sa main. Les 2 joueurs choisissent secrètement une carte en main qui révèle en même temps résolution du tir. On regarde sur la carte du tireur la zone qui correspond à la période du tour, jour-nuit. On compte les symboles, lumière et ombre. Et on compare avec les 2 cartes. Donc ça, c'est comme le CAC. Pour chaque symbole, lumière ou ombre qu'a l'attaquant, en plus comparé à la défense, le défenseur perd 1 d'essence. On applique éventuellement les effets des cartes combat. Voilà, ok, couvert décor. S'il y a au moins un petit décor entre le tireur et sa cible, cette dernière pioche 2 cartes de combat au lieu d'une. Donc c'est ce qu'on a lu avant. Là, tu te répètes du coup. Peut-être que dans la rédaction, tu ne devrais pas te répéter. Les décors moyens et grands bloquent les lignes de vue. Ouais, c'est pareil, sauf tiens. Parce que là, tu vois, tu nous fais un mini paragraphe. Je me permets de dire ça, hein, mais tu nous fais un mini paragraphe du coup pour nous expliquer couvert et décor. Et là, tu nous as fait un entre parenthèses qui nous dit la même chose finalement. C'est peut-être pas essentiel. Hauteur. Si le tireur est en hauteur par rapport à sa cible, il pioche une carte combat de plus, jusqu'à un maximum de 3. Donc en gros, si t'es en hauteur, que t'es planqué. Ah non, non, je dis de la merde. Si le tireur est en hauteur, donc il pioche une carte de combat de plus, jusqu'à un maximum de 3. Si la cible est plus haute que le tireur, il perd une carte de combat jusqu'à un minimum de 1. Donc de toute façon, on ne pourra pas avoir plus de 3 cartes, c'est ça? En main? Et du coup, le fait de tirer en hauteur, c'est une façon d'invalider le couvert. Le couvert rajoute une carte à ton adversaire, mais si la cible est plus haute que le tireur, il perd une carte. Ah non, j'ai rien dit. Non, je dis la merde. Donc du coup, si t'es plus haut et que t'es en couvert, ton attaquant, il va avoir une carte en moins que ce qu'il devait tirer d'habitude, jusqu'à un minimum de 1, et toi, en plus, tu vas avoir une carte en plus parce que t'es à couvert, par exemple. Et c'est plus pour la recherche pendant la partie. Si tu cherches le tir, tu n'as pas besoin de lire la partie combat. Alors, ramasser, c'est une autre action. Permet de ramasser un projectile. Tous les amis, pas les familiers, peuvent lancer un projectile improvisé. Donc ça, c'est une attaque de tir pour tout le monde. Mais ils devront d'abord le ramasser, pas forcément durant le même tour. Un ami ne peut pas porter plus d'un projectile improvisé à la fois. Ça tire à 2 brindilles, donc une brindille c'était quoi? C'était 10 cm, donc ça tire à 20. Munitions de départ spéciale. Ou alors ça c'est l'exemple juste de. Qu'est-ce qu'une truc de tir? Effet des cartes combat. Let's go. Donc du coup, les cartes n'auront pas que le principe de faire du dégât, il y a aussi des effets.
déclencheront en fin de combat si les conditions nécessaires sont présentes. Vous trouverez ci-dessous. Ça, je pense que c'est intéressant parce que la frappe juste pour du dégât, je trouve que bon, c'est, c'est old school way, quoi. C'est la façon de faire qu'on a l'habitude, mais de venir ajouter de l'effet de jeu grâce aux actions de combat, ça rend vraiment beaucoup plus riche la question du combat. Et vu qu'on joue des jeux d'affrontement la plupart du temps, bah, ça rend tout simplement plus riche le jeu, en fait. Et ce qu'on fait le plus souvent dans un jeu d'affrontement, c'est de se taper dessus. Alors, si c'est ça qu'on enrichit de stratégie, ça rend forcément le jeu tout de suite beaucoup plus riche. Spécial car tu dois ramasser. Ah, d'accord. Ok. Certains d'un combat, ça on l'a vu. Alors, bon. À la fin d'une attaque de corps à corps, si vous faites au moins une perte d'essence à votre cible, donc si on a réussi à le blesser, vous pouvez immédiatement et gratuitement faire une action de mouvement qui ignore les décors, mais qui ne peut pas vous amener au contact avec une autre figurine. Donc j'en déduis, mais là tu l'as pas marqué, mais j'en déduis que ça te permet aussi de te désengager du coup. T'as pas besoin de payer double action. Je sais pas, j'en déduis. 8. Attends, parce que bon. Oui, ok. 8. À la fin d'une attaque au corps à corps ou de tir, si vous subissez une perte d'essence, vous pouvez immédiatement et gratuitement. Alors ça c'est la même chose, mais si c'est toi qui t'es pris une torgnole. Ça marche. Ricochet lors d'une attaque de tir, si vous infligez au moins une perte d'essence, blablabla, vous pouvez immédiatement et gratuitement retirer une essence à une autre créature adverse. Ok, c'est intéressant pour taper les gens qui sont un peu groupés. Situez à un maximum de une brindille à votre cible d'origine. Enfin groupé, ça va, 10 cm c'est quand même de la marge, hein. À couvert, si suite à une attaque de tir, vous perdez au moins une essence, votre créature se planque au sol. Vous pouvez immédiatement recevoir un marqueur caché. Ok, ça c'est pour éviter de se subir trop de slaves de tir. Vengeance à la suite d'une attaque de tir, vous perdez au moins une d'essence. La créature peut immédiatement lancer un sort de type action de tir ou faire un tir sur son agresseur. Ok, contre-tir quoi. Tir en réponse. Donc là on a une carte de ricochet ou une carte de bon. Alors là typiquement voilà. Donc on va tirer ça. Ou alors c'est en fonction de la phase en fait. Si c'est la nuit, je suis obligé de prendre ombre et si c'est le jour, je suis obligé de prendre la lumière. Ouais, c'est ça. Donc si c'est la nuit. Donc là par exemple, j'ai ça dans la main. Bah, ça, elle est très bien parce que du coup, elle serait aussi efficace la nuit que le jour. Par contre, si j'ai ça dans la main pour me défendre, j'ai tout intérêt à la garder pour l'utiliser par exemple le jour quoi. Oui, je suppose, parce que là je l'ai fait d'instinct, mais je suppose que c'est les petits points qu'on compte, pas les gros du milieu. Oui, les petits points, ça marche. Se cacher. Pour effectuer cette action, une figurine doit être en contact ou dans un décor. Les petits, ouais. En contact ou en décor moyen ou grand. Une fois cachée, elle ne peut plus être prise pour cible par un adversaire à plus d'une demi-brindille, donc 5 cm. De distance, elle restera cachée tant elle n'effectue pas d'autres actions, ok. La figurine reçoit un marqueur caché, ok. Puis on avait vu qu'il y avait, par exemple, Predator, n'agissait pas sur les personnes cachées. Donc il y a d'autres avantages aussi, ok. Pour tout ce qui concerne les décors, une figurine à moins d'un quart de brindille peut être déclarée par son joueur comme au contact. Cela doit être fait à la fin de son mouvement. Oui, bah t'annonces que oui, je me suis mis au contact de. Ça reste un jeu de figurines, et les jeux de figurines sont des jeux d'intention, il faut dire ce qu'on fait. Terrain difficile, donc ok, il y a des règles de terrain, c'est parti, let's go. Terrain difficile, une figurine qui commence, finit ou fait une partie de son mouvement sur un ou plusieurs terrains difficiles voit son mouvement maximum divisé par 2 pour cette action. Ok. Conseil, 2 des décors moyens et 2 des grands décors doivent être désignés comme étant terrain difficile. Ok, donc c'est les décors qui portent ces règles-là. Monter un étage, une figurine qui monte un étage voit son mouvement maximum divisé par 2 pour cette action. Un décor moyen et grand doivent proposer au moins une zone en hauteur. Ok, donc il y a la gestion de la hauteur, de toute façon on avait vu, mais du coup tu vas rajouter des règles pour expliciter ça. Les figurines Shogai no Kibo pour les familiers, pour le Ami, Lux et moi pour les concepts. Ah, qui est l'illustrateur des figurines? Donc les familiers c'est Shogai no Kibo et les Amis et Lux et toi pour les concepts.
Et du coup, Ben, Ben, il a dessiné des trucs aussi. Ah, le prédateur, ce sera Ben. Ah, c'est cette fameuse fourmi là, c'est un prédateur du coup. Le live qu'il a fait où on le voit en train de dessiner et de travailler. Alright. Monte un étage, ok. Marqueur magique. -1 d'action. Lorsqu'il est activé, on reçoit une action. Si un ami possède un marqueur -1 action, il doit d'abord utiliser une de ses actions pour retirer le marqueur. Ami ne peut jamais posséder plus de un marqueur de ce type. Ok. Donc ça te réduit ton nombre d'actions possibles. Et l'action +1, l'ami possède un marqueur +1, il fait une action de plus durant son activation, tout simplement. Ok, ça va. Vous lirez le lore. Même s'il est court. J'ai pas lu les longs, je vais pas lire les courts. Ben a aussi vu pour inspi, guetteur et gardien. Ok. Tu prévois toute une gamme, j'imagine, et tu penses que le jeu en comptera beaucoup. Ah oui, tu nous avais répondu à ça, tu nous avais dit combien il y avait de figurines. Je te laisse répondre parce que je vais pas te dire de bêtises. Mais combien de figurines sont prévues pour la gamme? Alors, vous disposez de 9 points pour créer une communauté. Donc, le list building, ma passion. Alors, du coup, on a 9 points pour créer sa commune, ok. Des petits chiffres, c'est bien. Ces points vous permettent de recruter vos amis et leurs éventuels familiers, jusque-là, ok. Une communauté peut être composée de amis de tribus différentes, pas de souci. Donc on peut avoir des arbres, des grottes et tout ça. Mais vous ne pouvez pas mélanger des amis de l'ombre avec des amis de la lumière. Ok, donc par exemple, on ne pourra jamais avoir un canopé avec un grotte. Parce que eux, ils sont forcément ombre ou lumière. Ça marche. Euh, Aucune contrainte pour recruter les amis de l'herbe. Les amis de l'herbe, ça, on fait ce qu'on veut. Coco Minus, on lit les règles de Ami, la saga des murmures. Alors, tu as répondu, Samy. Il y a 4 castes, 7 familiers et 5 persos, soit 16. Après, des variations de profil. Ok, donc on part sur un 16 figurines. El Calmos. Tu es à la bourre, non, ça va? Si. Tac, tac, tac. Donc on a 9 points. On peut prendre que ombre et lumière. Ça se mélange pas, mais par contre, les factions, elles peuvent se mélanger entre elles. Il suffit qu'elles soient tous affiliées à l'ombre ou à la lumière. Alright. Sauf les petits amis de l'herbe, ça, on fait ce qu'on veut. Parce que c'est un peu les mercos. Ça marche. Jusque-là, ça, c'est plutôt classique. Pas de question. Une communauté peut être composée uniquement de amis d'une tribu de l'herbe. Dans ce cas, elle est liée au choix. Le joueur qui... Ouais, ok, au début de la partie, si t'as que des amis de l'herbe, tu choisis si c'est le jour ou la nuit au début de la partie. Attention, pas pour les sorts. Ok. Une communauté doit contenir au minimum 2 amis. Ok. Pas faire full familier, mais en même temps, ça va de soi. Le meneur. Il vous faut avoir un ami désigné comme meneur. Parce que c'est notre projet. Comme meneur dans votre communauté. Si vous recrutez un compteur, ce sera forcément le meneur. Si votre communauté ne comporte pas de compteur, vous pouvez choisir le ami de votre choix. La tribu de votre meneur détermine un bonus spécial qui est appliqué à votre communauté. Ça roule. Tu comptes éditer le livre de règles ou ça restera du PDF. Livre et PDF. Donc on aura les deux. Tu vas passer par un Lulu ou un truc comme ça, ou t'as un plan pour l'impression autre. Donc le meneur. Donc si vous avez un compteur, c'est forcément votre meneur. Est-ce qu'on peut avoir plusieurs compteurs? Pas vu ça. Les deux dédicacés un PDF, c'est chiant. C'est pas faux, mais on peut l'imprimer le PDF. Là, tu dédicaces une impression de PDF. Le livre, sûrement Lulu, au moins au départ, pour pas gérer les stocks. Ouais, moi je pense que c'est le plus simple quand même. Ok. Donc du coup, choisir s'il est lié à l'ombre ou la lumière, le leader je suppose, et donc du coup c'est pour la bande, et aucun des deux s'il vient de la tribu de l'herbe. Ok. Non, choisir un ami, donc c'est pas forcément le leader. Ok. Donc il doit être ombre ou lumière. Mais en gros c'est ta team qui est choisie, donc du coup
Du moment que tu en as choisi un, ils sont tous dans ce mood-là, puisque tu peux pas les mélanger. Sauf si, effectivement, c'est un ami de l'herbe, si j'ai compris. Il faut choisir sa tribu. Ok, donc ça, on avait vu. Donc c'est canopée, grotte, montagne, arbre, eau. J'espère que j'en ai pas oublié. Choisir la caste entre guetteur, 3 points, pisteur, 2 points, gardien, 2 points, compteur, 3 points. Donc on a que 9 points. Docteur D, il aime pas qu'on dessine sur son livre. Ouais, tout à fait. Donc moi, j'ai pas de dédicace. Osef, les dédicaces, vous touchez pas à mon bouquin. Faut choisir son âge. Donc soit c'est un jeune, soit c'est un ancien. Une communauté doit contenir au moins un ami de chaque âge. Ok. C'est pour ça du coup qu'on doit avoir forcément 2 amis. Et éventuellement lui joindre un familier pour 1 point. Donc sachant qu'on a que 9 points. Si tu veux faire du populeux, t'as minimum 4 points à mettre. 4, il resterait 5, donc tu pourrais jouer 5 familiers et 2 amis. Donc ça fait une équipe de 7. Un ami vaudra donc entre 2 et 4 points. Vous devez donc en créer plusieurs tout en respectant une valeur totale de 9 pour votre communauté. À partir du second ami, vous pouvez lui faire le choix de compléter votre communauté avec des familiers sauvages pour atteindre les 9 points. Familier sauvage. Un familier sauvage se joue comme un familier classique, à la différence qu'il est déployé individuellement et qu'il ne peut pas être la cible des sorts alliés. Ok. Il ne peut pas utiliser les effets des cartes de combat. Ok. Il fait que taper. Vous ne pouvez commencer à recruter des familiers sauvages qu'à partir du moment où tous vos amis ont un familier. Ok. Si votre communauté se trouve à court, si votre communauté se retrouve en cours de partie, tous vos familiers deviennent sauvages. Si votre communauté se retrouve en cours de partie sans amis, pardon. Putain, je lis mal, hein, désolé. Ok, si tous tes amis crèvent, les familiers sont tous des petits sauvages. Donc du coup, plus de sorts, plus d'effets de combat. Populeux 2 amis, donc dont meneur arbre plus 3 amis, dont un gratuit plus 2 sauvages. Si tu sors un collector pour ami, je prends l'option. J'ai vu le collector de Greg pour MCA. Ça m'a vénère. Tu le veux? Ah, c'est ceux qui étaient là en premier. Mais prenez tous vos collectors. Moi, j'organiserai le braquage du siècle plus tard. Je sais pas. Dis-moi ce que tu portes, je te dirai ce que tu y rappelles. Ah oui, ça c'est ce qu'on avait lu avant. Un ami portera très souvent un symbole de la tribune et la couleur de la sagesse. Donc oui, c'est pour rappeler un peu à quoi ressemblent les figurines. Il faut les peindre en bleu ou en rouge en fonction de leur âge, etc. Les bonus en fonction de la communauté, de la communauté du meneur. Donc ça c'est intéressant, c'est du gameplay. Dès qu'ils sont en hauteur, donc la canopée, donc c'est ceux qui sont forcément rattachés à la lumière, mais pas lors du déploiement, ok. Les amis reçoivent un marqueur caché. Ils prennent ce pion, ils devront soit changer de décor, s'ils perdent ce pion, pardon, ils devront soit changer de décor, soit refaire une action se cacher. Ils veulent en regagner un. Ok, donc du moment que tu es en hauteur, tu vas le gagner gratuitement, en gros, ton truc caché sans faire l'action, quoi. Grotte, donc ceux qui sont attachés forcément à la nuit, enfin à l'ombre. Lors du déploiement, tous les amis commencent avec le marqueur caché. Ils sont dans un décor au niveau du sol, ok. Vivons heureux, vivons cachés. Arbre, si votre communauté a 2 familiers de la même espèce, non sauvage, vous pouvez en avoir gratuitement un troisième, semblable, sauvage ou non. Ah oui, donc c'est ce que tu disais dans ton petit calcul justement de populeux, c'est pour ça qu'il faut jouer arbre. On veut du populeux. Tous les familiers non sauvages de la communauté bénéficient de la capacité spéciale robuste. Ok. Au déluge, une fois par partie, avant la première activation du tour, vous pouvez déclencher toutes vos créatures. Vous pouvez déplacer
toutes vos créatures, même celles engagées au corps à corps, donc ok, d'une brindille. Ce mouvement ne peut ni mettre en contact avec un adversaire ou un objectif, ni faire sortir de la table du jeu. Donc technique pour désengager tout le monde, quoi, gros mouvement. Donc c'est bien ce qui était marqué avec l'eau, c'est une équipe de mobilité. Herbe, tous les amis ont la capacité spéciale discret. Ok. Qu'est-ce que vous racontez? Dessine dessus, Ben. Moto dédicace, lol. Oui, c'est un peu comme ce carré. C'est exactement à ça que je pensais. C'est exactement à ça que j'ai pensé, ça. Bon, continuons. Bonus individuel de tribu, canopée. Peut être déployé n'importe où sur la zone de jeu, mais hors zone de déploiement adverse. Et à plus d'une brindille d'un objectif ou un adversaire, à condition d'être mis en hauteur sur un décor. Oui, eux, ils arrivent par le ciel, quoi. Ce sont des oiseaux. Grotte. Peut être déployé n'importe où sur la zone de jeu adverse, mais une brindille, l'objectif. Oh, eux, ils arrivent depuis le sol. Arbre, lors du déploiement, peut être mis en hauteur sur un décor. Mais du coup, ils n'arrivent pas à cacher, parce que c'était précisé dans les règles hors déploiement. Peut être déployé n'importe où. Là, ça je l'ai lu. Lors du déploiement, peut être mis en hauteur sur un décor qui peut être grimpé, ok. Dans sa zone de déploiement, ok. De plus, il ne subit aucune pénalité de mouvement lors d'une escalade, ok. Si t'as un décor très chargé, enfin une table très chargée en décor de hauteur. Rocher. Les amis sont considérés comme couverts pour les autres amis. Ah, donc eux, ils couvrent les tirs, ok. Donc si t'es derrière un ami, copain ou ennemi, parce que c'est pour les autres amis. Donc du coup, si tu veux tirer sur un adversaire mais que t'as un de tes copains à côté, ça lui sert de couvert. O, ignore les terrains difficiles, ok, mobilité à fond. Et herbe, lorsqu'il se cache, son familier reçoit un marqueur caché. Il est à une brindille ou moins. Ok, donc il cache ses copains avec lui. Caractéristiques de caste. Quand on est un jeune, on a plus une action. Quand on est un ancien, on a plus 2 points d'essence, donc plus de PV, tout simplement. Ah, c'est marqué là. Il ne peut y avoir qu'un seul compteur par communauté, et pas plus de 2 gardiens. Ça marche, restriction. Elle est là. Donc il y a le guetteur, qui est robuste. Ce ami doit choisir un objet magique. Ok. Donc un socle de 40 à 50, 10 cm de mouvement du coup, parce que 1 c'est une brindille. Pognier, il tire 3 cartes, tirer une carte, essence 6. Et donc si par exemple on joue un vieux, il serait à 8. Le pisteur, il est discret et agile, il a un objet magique, et équipement lanceur, il lance des trucs. Le lanceur, ça a 5 munitions, et ça tire à 3 brindilles. Ok. 25-32, donc un truc plus petit. Donc on est libre, on a une ordre de grandeur de socle, mais on est libre, on peut varier du coup, au vu de ce que tu as marqué. Un de mouvement, cogner un, ouais, c'est un tireur. Mais il a pas beaucoup de PV, ouais, faire attention. Le gardien, 2 max, t'as remis 2 max, ok. Il a une règle spéciale, c'est la symbiose. Et ce ami doit choisir un sort et un objet magique. Ah, donc le gardien, les autres ne lançaient pas de sort, du coup, ça veut dire. De base, en tout cas. Il a un petit socle, 25 à 32. Un mouvement, 2 de cogner, 1 de tirer, 4 d'essence. Ok, donc pour le moment, c'est le guetteur, le gros vénère de l'équipe, quoi. Et le compteur qui est forcément le chef, si vous le prenez, il aura télépathe, ok, en règle spéciale, et il doit choisir 2 sorts et un objet magique. C'est le mage du groupe. Un mouvement, un cogner, 2 tirés, 4 d'essence. Ouais, c'est le mage, il n'est pas forcément fort au cac, du coup. Familier. Un ami peut posséder un et un seul familier,
quel qu'il soit, un familier ne peut pas utiliser de projectiles improvisés. Vous trouvez 7 familiers différents. Ça marche. Donc dans les familiers, on a le Sniffleur. Odorat, tous les amis adverses perdent leur marqueur caché non magique dans un rayon d'une brindille autour du Sniffleur. Ok. C'est un marqueur de cible, quoi, pour pouvoir tirer sur les gens. Il peut pas tirer, du coup, il a 3 d'essence, il cogne à 1, il move à 1. Ouais, c'est vraiment pour aller dénicher les cachets, quoi. Le gardeur, la capacité qu'il a, c'est discret et vision. Tous les amis adverses dans sa ligne de vue ne peuvent pas utiliser l'action se cacher, ni reçoivent de marqueurs cachés hors magique. Vision est capable même si le gardeur a un marqueur caché. Là, c'est carrément une... Attends. Nanana. Sa ligne de vue. Du coup, c'est une zone d'interdiction de cachet. Un petit socle, 2 de mouvement, 1 de cognée, 2 d'essence. Ok, le crasheur. Le crasheur, il peut tirer. Paf. En utilisant une action de tir, le crasheur peut immédiatement placer un marqueur -1 action sur une figurine. Ah, ok. C'est un stun, quoi. Le hurleur. Cri. Tous les amis adverses ou non ne peuvent pas utiliser de sort dans un rayon d'une brindille et demie autour du hurleur. Interdiction de sort. Mais attends, moi c'est le gardeur là qui me... Vision, c'est quoi? Vision, c'est une action ou c'est un passif? Tous les amis adverses dans sa ligne de vue ne peuvent pas utiliser l'action se cacher, je comprends. Mais du coup, sa ligne de vue, elle est infinie, donc s'il est en hauteur, tout le monde est quasiment à sa ligne de vue, quoi, non? Du coup, plus personne peut se cacher. Ouais, c'est un passif. Donc il est infâme, celui-là. J'ai l'impression qu'il y a quand même beaucoup de mécanique avec le fait de se cacher. Et du coup, si tu mets celui-là, il est dur, celui-là. Il est pas gentil. Celui-là en canopée, en plus, comme ça, il débarque en l'air. Derrière les décors, ouais. On en était où? On a vu le crasheur, on a vu le hurleur, donc c'est interdiction de magie. Buteur. Buteur, il est là pour taper. Il n'y a pas de règle spéciale. Il est là pour taper. Très bien. Tunnelier. Qui bouge un tout petit peu plus vite que ses camarades. 1,5. Capacité discret, ok. Tunnel. Lors de son activation, le tunnelier, au niveau du sol, bien sûr, peut utiliser une action pour créer un tunnel. Retirer la figurine. Si elle transporte un objectif, ce dernier reste sur place, ok. Au début du prochain tour, avant votre première activation, replacez le tunnelier en jeu. Il doit être au niveau du sol et hors décor. Il ne peut pas non plus être au contact avec une créature adverse. Une fois sorti de terre, il reçoit un marqueur -1 action. Ok. Mais du coup, tu le replaces où tu veux sur la carte. Ah, coucou, Copnut. Ouais, faut faire des décors qui cachent un peu les lignes de vue, ouais. De toute façon, il faut faire des décors un peu fourragés, herbes et compagnie. Ne serait-ce que pour donner du style à ta table. Coucou Penote. J'ai dit ça? Ah non, c'est Minus qui a marqué coucou Penote. Minus, c'est le sens de la phrase. Et le dernier, Mic, un seul maximum. Oh, il est tout spécial, lui. Polymorphe. Ah, c'est un mimique. Polymorphe. Après le déploiement de toutes les figurines, le joueur décide, avant d'activer sa première figurine, quelle forme de familier va adopter Mic. Une fois par partie, en début d'une de ses activations, le Mic peut à nouveau changer de forme, mais cela va lui coûter une essence. Instable, Mic ne peut jamais
regagner l'essence au cours de la partie. Ok, donc t'as un espèce de couteau suisse, mais c'est quand même coûteux de prendre le risque d'utiliser ça dans le sens où il va vite gerter parce que tu peux même pas le soigner, quoi. Mais après, c'est pas mal quand même. Parce que si tu joues plus en mode, bah, par exemple, interdiction, donc tu peux décider qu'il soit hurleur, gardeur ou sniffleur, par exemple, et tu changes en fonction des besoins, quoi. Ok, à voir sur table. Dépêchez-vous, le décor va faner. Capacité spéciale, du coup, parce qu'on en a lu plein, mais on sait pas ce qu'elles font. Agilité, lorsque. Enfin, on sait pas toutes ce qu'elles font. Lorsqu'elle est attaquée au corps à corps, la créature choisit une carte de combat après que son adversaire ait révélé la sienne. Ok, habile. Discret peut faire une action se cacher, même en étant à découvert. Ok. Robuste, lorsqu'elle est attaquée au tir, pas par un sort, la créature choisit sa carte de combat après que son adversaire ait révélé la sienne. Donc c'est... Attends. Donc robuste, c'est pour se défendre contre le tir. Agilité, c'est pour se défendre contre le gag. Voilà. Symbiose. Tous les familiers qui sont activés à une distance maximum de une brindille du ami gagnent une action supplémentaire pour ce tour. Intéressant. Télépathe, du coup, donc c'est le compteur qui a télépathe. Lors de son activation, les amis peut donner une action supplémentaire qui doit être immédiatement jouée. Ouais, c'est un ordre. Hein. MCA, toi-même tu sais. À n'importe quel ami de sa communauté qui se trouve à maximum une brindille. Cette action ne prend pas en compte les limites habituelles. Ok. Action bonus. Sort et magie. Un ami ne peut lancer un même sort qu'une fois par tour. Ok, on peut pas spammer. Certains sorts demandent la pose d'un marqueur magique. Il est important qu'il permette d'identifier s'il est lié à son lanceur, par son lanceur à la lumière ou à l'ombre. Ok. Un sort ou un objet ne peut être choisi qu'une seule fois par communauté. Ok. Donc vraiment, vraiment pas de spam. Certains sorts et objets sont liés à l'ombre et d'autres à la lumière ou réservés à l'attribut de l'herbe. Ok. Restriction du coup de formation de liste. À chaque fois qu'un ami de la tribu de l'herbe doit allouer un marqueur magique, il choisit si le sort est rattaché à l'ombre ou la lumière. Ok. Donc il peut switcher lui par contre. Lorsqu'un sort est désigné comme une action de tir, c'est qu'il doit en respecter toutes les contraintes, même si le résultat est automatique. Ok. Mais ne nécessite pas toujours l'utilisation de cartes de combat. Ok. Oui, il suit la règle de tir quoi. Qu'est-ce que vous dites comme bêtise? C'est un faux ami. Elle est facile, mais elle est bien. Oui, mon canard, j'ai mis des dés, c'est trop gros comme pompage. J'ai pas mis de dés, c'est trop gros comme pompage. Alors, les sorts. Aspiration, action de tir. Le lanceur paie un d'essence, puis désigne un point sur la table de jeu et un maximum de une brindille, ok, 10 cm donc. Toutes les figurines, amis ou ennemis, dans un rayon d'une demi-brindille, subissent la perte d'une essence automatique. Communauté lumière uniquement interdit si c'est membre de la tribu de l'herbe. Ok, c'est que pour la lumière. Il n'y a que la lumière qui siphonne. Boue. Au début de son activation, le ami perd. Donc utiliser la magie, ça te fait perdre de l'essence, apparemment, de manière assez. Donc tu vas vite vider en essence tes. Et donc en point de vie tes lanceurs de sorts. Donc tu as associé ouais, le mana et le PV, c'est intéressant. Choisis une créature adverse dans un maximum de 2 brindilles. La cible ne pourra pas faire d'action de mouvement durant la prochaine activation. Ok, c'est un enlisement. Même si elle reçoit l'action par son meneur. C'est bien de l'avoir précisé. Croissance végétale, c'est une action de tir du coup. Le lanceur paie un essence qui désigne la cible au contact avec lui, un décor. Le dernier perd une essence et reçoit un marqueur magique. Moins un action automatique. C'est la seule action autorisée au lanceur durant ce tour.
Ok, si tu fais ça, tu fais rien d'autre. Transfert, le lanceur désigne une cible à un maximum de 2 brindilles et effectue un tir. Utilisation de carte combat, du coup c'est un tir classique. Toutes les essences perdues par la cible peuvent être transférées à une autre figurine située à un maximum de 1 brindille de la cible. Intéressant, c'est du vampirisme quoi. Rappel, une créature ne peut jamais avoir plus d'essence que sa valeur de départ, c'est bien de le rappeler aussi. Interdit si membre de la tribu de l'herbe. La tribu de l'herbe peut pas prendre ce pouvoir, ok. Accélération. Le lanceur désigne un allié sur la table de jeu à un maximum de 2 brindilles, ok. Il reçoit un marqueur magique plus un action, ok. Ralentissement, le lanceur paie une essence, plus désigne un point sur la table de jeu à un maximum de 2 brindilles. Toutes les figurines, ennemies comme ennemies, dans le rayon d'une brindille, reçoivent un marqueur magique moins un d'action, ok. Localisation. Au début de son activation, le ami lance un sort de localisation, retirez tous les marqueurs cachés non magiques, alliés et adverses qui sont en jeu. Ok. Brume, le lanceur désigne une cible qui va être lui-même, qui peut être lui-même, pardon. Ok, donc il peut se cibler. À découvert et un maximum de 2 brindilles. Ceci reçoit automatiquement un marqueur magique caché. Et ça, c'est pas retiré du coup, par exemple, par localisation. Right. Au retour de familier, le lanceur paie une essence, puis désigne un point sur la table en jeu à un maximum d'une brindille. Il y place ensuite un familier allié qui a été éliminé durant cette partie. Ok. Résurrection. Le familier ne peut pas être en contact avec une figurine adverse, ok, ni un objectif, bien en jeu avec seulement 2 d'essence. Et c'est que les ombres qui sont capables de faire ça. Ok. Et téléportation. Le lanceur paie une essence, puis se déplace jusqu'à 3 brindilles dans la direction de son choix en ignorant les décors. Il ne peut effectuer d'autres actions de mouvement durant ce tour. Il termine la téléportation dans un décor, il reçoit un marqueur caché. Et il ne peut pas arriver au contact avec un objectif ou une figurine adverse. Ok, ça c'est logique. Je comprendo. Qu'est-ce que vous avez dit? Vous avez dit des bêtises ou ça va? Super de l'essence, mais pas super écolo tout ça. Le fluff explique bien la liaison entre essence et PV, ça marche. Mais ça, je vous laisserai lire dans votre coin et découvrir un peu. Nous, on découvre qu'une partie ici. Un objet peut être représenté plus d'une fois. Un objet ne peut être, oui, ça, tu répètes du coup la règle que nous a expliqué, on peut pas prendre plus qu'un objet ou un sort, ça marche. La pierre d'aspiration. Une fois par partie, vous pouvez utiliser cette pierre au moment où votre adversaire joue un sort. Ok, c'est un contre-sort. La pierre d'artefact. Un mamie est activé, il regagne. Donc ça, c'est du soin. Et c'est important du coup pour les magiciens, vu qu'on utilise pas mal le truc pour faire du sort. Le camouflage, ben, je suppose que... Ah, c'est que pour la tribu de l'herbe. Les amis est toujours considéré comme étant un couvert, pas mal. Le masque de guerre, c'est que pour l'ombre. Ça peut pas être victime des effets d'un sort adverse. Ouh, c'est fort ça. Le masque de magie. Le ami peut choisir un sort tout en respectant les limitations de la communauté. Ainsi, même le guetteur ou le pisteur ont le droit de choisir un sort grâce à cet objet. Ok, c'est pour ajouter un sort, c'est un parchemin quoi. Ça marche. Le masque de chasse. Ça ignore les couverts. Puis l'action de tirer ne lui fait pas perdre son pion caché. Ok. Masque harmonie. Lorsqu'il perd de l'essence, le ami peut relier une partie ou une totalité à ses familiers et inversement lorsque c'est le familier qui en perd. C'est que pour la lumière, ok. Voir amis légendaires la ruche. Il y a des amis légendaires, il y a des shiny. Donc du coup là c'est intéressant parce que du coup tu peux sacrifier entre guillemets, j'ai envie de dire tes familiers qui ne coûtent qu'un point là enfin ton familier qui ne coûte qu'un point pour faire plus de sorts. Le masque de vision, tu oublies les marqueurs cachés. Magique ou non, d'ailleurs.
Sac à projectiles. Les amis possèdent des projectiles improvisés pour en utiliser toute la partie, donc comme ça t'es plus obligé de ramasser. Sac à poussière. Que tu fais une action cachée, un ami gagne un marqueur caché ainsi que toutes les créatures alliées à une demi-brindille. Ok, c'est pour cacher tout le monde ça. Monture. Oh, il y a des montures. On voit bien insérer des décors et figurines de Wild Wild Miniature et Banaos dans Hami. Moi, j'ai pas encore réfléchi trop. J'attendais de voir le jeu, mais c'est vrai qu'il y a des possibilités parce que là, il n'y a pas de. Je trouve ça assez libre comme thématique. On peut faire des trucs assez fun en termes de figurines, selon moi. Masque d'harmonie plus sort de retour, ça te fait un beau nécromancien. Nécromancie. Bon, les montures. Je savais pas qu'il y avait des montures du coup. La découverte. Un et un seul ami de votre communauté peut gratuitement avoir une monture qui lui donne un bonus de. Qui lui donne les bonus et malus suivants. Au choix. Pour toute la durée de la partie, mouvement passe à 1.5 ou plus de décence. Donc en gros, tu pousses ta vie ou ton mouvement. Ne peut pas utiliser les effets des cartes combat bon et à couvert. Ok. Ne peut plus se cacher. Ah, c'est intéressant, mais en même temps, c'est pas broken. S'il est sur la monture au début de la partie, il peut pas en descendre. Ok. Finalement, la monture est un objet, pas une créature en soi, en termes de gameplay. Module. Ouais, c'est ce que tu nous disais là avec les créatures. Excuse-moi, je suis un peu cané. Hein. On l'a fait très tard hier. Oh là, faut que je me brouille le cul là. Il est déjà 11h30. Désolé. Alors, le module. Jouer les personnages spéciaux. Les amis légendaires, les fameux, les shiny. Les modules sont des règles supplémentaires permettant d'augmenter les possibilités de jeu et donc l'expérience ludique. Incroyable! Alors, amis légendaires. Certains amis ont développé une capacité unique et sont devenus des légendes. En termes de jeu, les amis légendaires sont anciens. Leur bonus d'essence est déjà pris en compte dans leur description. Ok, donc on rajoute pas d'essence parce que c'est des anciens, ils le sont déjà. Donc il coûte 3 points, c'est le jaune. The Yellow King. Donc il se joue pour la lumière ou pour l'eau. C'est ça, il fait partie de ces deux tribus, je suppose. Arborant un marqueur de couleur jaune. Ok. Donc lui il se peint en jaune. Un petit socle, mouvement 1, cogné 1. C'est surtout un tireur qui a beaucoup de points de vie. Il est discret, il est agile, il a le masque de chasse. Donc c'est vraiment un tireur. Donc masque de chasse, c'était ignorer les discrets, je crois, et ne pas sortir son. Enfin, ignorer les cachets et pas sortir son cachet quand on tire. Équipement, il a un lanceur des anciens bois, donc le bolas. Le bolas, le jaune peut, une fois par partie, utiliser des projectiles bolas. On utilise les mêmes caractéristiques que pour le lanceur, ok. Le joueur doit annoncer son utilisation normale avant le tir. S'il fait perdre au moins 1 d'essence à sa cible, cette cible ne pourra faire aucune action lors de sa prochaine activation. C'est très fort. Et donc, son lanceur des anciens, avec des brindilles, il a une règle spéciale. Il a que 5 machin. Il a une règle spéciale, les cibles du lanceur des anciens ne peuvent pas utiliser la règle robuste. Ah ouais. Genre, t'as une règle, non, tais-toi. La ruche, qui peut être jouée par l'ombre ou la grotte. Arborant des marques de couleur violet. Moi, j'aurais dit des marques de couleur violette. Non. La ruche vit au milieu d'une multitude de familiers. Elle n'a pas. Ah, c'est pour avoir plein de familiers, ça? Elle n'a pas de communauté au sens habituel, mais tout un groupe de amis au cœur de chaque tribu attachée à l'ombre. Lorsque le besoin se fait sentir, elle envoie à travers la forêt des nifleurs chargés de lui ramener des membres d'expédition. Donc, ça a 6 d'essence, c'est costaud, mais pour le reste, c'est plutôt petit. Symbiose, ok. Maîtresse, et donc maîtresse, c'est un truc spécial, on va regarder après. Masque d'harmonie et retour de familier, ok, donc c'est la nécromancienne. Hein. Si la ruche doit choisir un familier, elle en gagne automatiquement un second gratuitement. Ok, ok, c'est pour jouer plein de familiers du coup. Qui lui est aussi rattaché, ce qui permet donc d'avoir 2 familiers, contrairement à la règle, ça marche. Et en plus, elle les fait ressusciter avec le retour de familier. L'œil, donc l'œil c'est pour l'herbe.
arborant des marqueurs de couleur noire. 4 points. Ah, ça coûte... ah oui, j'ai pas regardé la ruche, combien? 3 points, ça va. 4 points. Donc il est costaud, il tire un peu. Capacité télépathe et mon protégé. Localisation, brume, sac de poussière. Au début du tour, désignez un ami allié. Ce dernier gagne discret et robuste jusqu'à la fin du tour, c'est fort. La montagne. Donc là, c'est pour jouer herbe. Arbore un masque de couleur vert. Robuste et avalanche. Qu'est-ce que ça fait? Avalanche, ça fait lorsqu'il charge, s'il en a la possibilité, la montagne peut entrer en contact avec 2 adversaires au lieu d'un. Ah oui, on peut pas charger 2 adversaires, du coup. Il gagne une action cognée gratuite contre les deux, rien que ça. De plus, si à la fin d'un combat qui suit une charge, comme un ou 2 adversaires, s'il se trouve sans adversaire au contact, il peut gratuitement faire une action de mouvement, pas de charge. Il peut aussi dépasser le nombre de marches limitées par 2 activations. Ok, il est fort celui-là. 4 points, 8 d'essence, c'est un costaud. Hein. Pour tarper. Lui, il a un gros socle. Quelle couleur son masque? Vert. 2 faces, canopée ou grotte. Le chevaucheur. Arborant les marques de couleur blanche et noire, 2 faces. Chevauche un étrange familier. 2 esprits amis dans un même corps. L'un de lumière, l'autre de l'ombre. Ce ami est jouable dans la communauté de lumière ou de l'ombre. Donc il a téléportation, pierre d'inspiration, et malgré qu'il soit sur un familier, 2 faces peut utiliser les effets des cartes combat. D'accord. Ah oui, parce que quand c'est sur un cavalier, on avait lu, il y avait des cartes combat que tu pouvais pas utiliser. Enfin, tu pouvais pas utiliser les effets des cartes combat. Exact. Lui, il peut. Ça marche. Et il coûte combien? 4 points. Et il marche plus vite, du coup, et il a pas mal de PV. Et il sait tirer taper. Ok, ça, il sait tout faire. Les cartes stratèges, donc ce que tu nous disais, ça faut les choisir au début de la partie avant le déploiement. Les joueurs peuvent ajouter dans leur paquet de cartes combat. Ah, tu rajoutes dans ton paquet de cartes combat jusqu'à 3 cartes stratèges. Nanana, une carte stratège est retirée de la partie une fois qu'elle est jouée. Elle ne retourne pas dans la pioche, ça marche. Fourbe se joue à la place d'une carte d'attaque, inflige immédiatement la perte de 2 essences. Et on a vu qu'il n'y avait pas beaucoup d'essences finalement sur les figurines, donc 2 essences c'est énorme en vrai. À la cible qui doit tout de même jouer une carte. Donc il doit tout de même perdre une carte, même s'il va se prendre un coup, quoi qu'il arrive. Bouclier se joue en défense à la place d'une carte de combat. Annule toutes les pertes d'essence. Ok. Tir légendaire remplace une carte combat de tir. La portée du tir est illimitée et la cible perd 2 d'essence. Transfert se joue à la place d'une défense, à la place d'une carte combat. Des pertes d'essence peuvent être infligées à un allié à une brindille maximum. Ok, c'est pour foutre les dégâts sur quelqu'un d'autre. La méditation se joue au moment de l'activation d'une créature. Cette créature regarde immédiatement jusqu'à 2 essences. Regagne, ok, c'est pour se soigner. Puis on pioche une carte combat. Chevaucheur de vent. Se joue au moment de l'activation d'une créature. Durant tout le tour, cette créature ignore les décors. Lors de ses déplacements, ok, c'est le gros move. Si à un moment la créature entre en contact avec un adversaire, son action cognée gratuite se joue en piochant 3 cartes. Donc je crois que 3 cartes c'est le maximum, c'est ça? Ah et voilà, les fameux prédateurs. Donc la fourmi qu'on a. Donc vous pouvez voir le live de Ben qui est en train de dessiner cette fourmi et qui explique le cheminement pour construire ça. Il reçoit la phrase de présentation de Samy qui lui explique ce qu'il veut. Puis après, il fait ses recherches en live, il explique un peu comment il cherche et tout, puis il commence à dessiner, puis on voit tout le process. Je trouvais ça assez intéressant. Bien sûr, vous avez dans le Discord tous ces liens. Il ne faut pas les remettre à chaque fois. Mettez-vous dans ce saloperie de Discord. Bon, alors, prédateur. Vous pouvez ajouter au début de la partie jusqu'à 2 prédateurs non joueurs par joueur. Donc ça veut dire qu'il peut y en avoir 4. Il s'agit de créatures hostiles qui seront jouées de façon automatique. Comme des drones à Mars Codorora. Je taquine. Alors, déploiement. Une fois toutes les communautés déployées, les joueurs placent à tour de rôle sur la table de jeu des prédateurs jusqu'à ce que tous les prédateurs soient ainsi placés avec la règle suivant être à une brindille d'une créature adverse. Et du coup, est-ce que entre prédateurs, ils se considèrent comme étant créatures adverses? Question.
Au début de chaque tour, avant que le premier joueur active sa première créature, si le joueur déplace les joueurs, pardon, déplacent à tour de rôle un prédateur vers la créature d'un joueur la plus proche, à une brindille de distance. OK, donc il se déplace d'une brindille vers l'adversaire le plus proche. Cela jusqu'à ce que tous les prédateurs aient été déplacés, OK. Un prédateur déjà en contact ne se déplace pas, OK. Ensuite, tous les prédateurs en contact avec une créature lui font perdre une essence. OK, c'est violent. Pas de défense possible, ouais, c'est violent. Si t'en mets 4, c'est quand même, ça peut être assez violent. Non, ils considèrent pas les autres comme des prédateurs, ok, comme des adversaires, ça marche. Donc du coup, tu peux les coller. Genre, tu peux faire un paquet de prédateurs posés au milieu de la table, c'est possible. Attaquer un prédateur non joueur. Un prédateur non joueur peut être attaqué normalement, corps à corps, tir, sort. En défense, il est toujours considéré comme jouant 2 lumières le jour et 3 la nuit. Ok, c'est assez logique. Un prédateur nocturne, plus dangereux. Après avoir perdu 5 d'essence, un prédateur non joueur est retiré de la partie. Donc ils sont tous... Attends. Après avoir perdu 5 d'essence. Regarde. La larve, elle n'a que 3 d'essence. Lui, il a 7. Ça veut dire qu'il a que 5. Il a 7. Pas compris ça. Ah non, c'est parce que c'est les non-joueurs, mais on peut avoir des prédateurs recrutables et c'est pour ça qu'il n'y a pas les mêmes PV. Ok. Et sinon, un prédateur... En fait, il n'y a pas de règle spéciale. Vous mettez ce que vous voulez comme prédateur. De toute façon, c'est un prédateur non-joueur. C'est le profil prédateur non-joueur, quoi. Ouais, c'est ça. Ok. Du coup, on peut recruter des prédateurs. Il arrive que les amis décident de conserver une larve de prédateur pour l'élever malgré les risques. Le prédateur ainsi recruté suit les mêmes règles qu'un familier sauvage. De plus, ils sont aussi sujets à la règle appel de la forêt. Si au début du tour, la carte temps prédateur est piochée, tous les prédateurs recrutés en jeu sont considérés comme étant activés et ne peuvent rien faire durant le tour en dehors de se défendre. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on peut recruter? On peut recruter une larve qui sait se taper. Après, on peut adulte, ça coûte 2 points. Qui sait encore mieux se taper. Oh, c'est violent quand même. Et 3 points. Vraiment un sac à PV qui sait se taper. Ouais, c'est quand même intéressant. Mais bon, effectivement, dès qu'on pioche une carte qui a le signe un prédateur, il pourra pas jouer. Pas non plus, enfin à voir sur table, mais ça doit pas être non plus cheaté. Pour chaque prédateur que vous recrutez, vous pouvez choisir une ou 2 compétences à lui allouer parmi les suivantes. Une pour les larves et adultes et 2 pour le géant. Ok. En plus de ses compétences, un prédateur géant est toujours avec les capacités robustes. Ok, ça marche. Donc il peut avoir du poison. Euh, à chaque fois que le prédateur effectue une attaque de corps à corps, son adversaire subit au moins une perte d'essence, même si le résultat, voilà, ok. Toile, donc toutes les créatures ennemies qui se trouvent dans un rayon de une brindille, au moment de leur activation, reçoivent un marqueur -1. Rapide, le mouvement du prédateur est de 1,5. Nocturne, à chaque début de tour, s'il s'agit d'une période nuit, le prédateur regagne 1 d'essence. Oula! Enfoui. Le prédateur n'est pas déployé en début de partie, au début d'un des tours, uniquement en période de nuit. Le prédateur n'est pas déployé en début de partie. Au début d'un des tours, uniquement en période de nuit, et avant votre première activation, vous pouvez le placer au niveau du sol, n'importe où sur la table. Ok, donc il vient après, c'est un renfort. Mais à plus d'une brindille d'un adversaire ou d'un objectif, ça ok. En cas d'appel de la forêt, la figurine peut tout de même être placée, mais ne peut rien faire d'autre. Okay. Et après, on a les scénarios que nous n'allons pas lire, parce que là, je vois que le temps a filé et que je vous ai pas encore parlé du stream on. Et donc voilà, bon bah alors vous retrouvez, je vous remets le lien, même si vous l'avez sur le Discord. Je vous remets le lien dans le chat. Vous n'avez pas cliqué tout à l'heure quand je vous l'ai filé. Bah écoute, ça a l'air intéressant. Là, il faut que je digère ça. Là, je sais pas.
Je sais pas donner un avis tout de suite. Je trouve que ça ouvre des possibilités au niveau de la figurine, mais ça c'est pas spécialement au niveau de tes cartes, hein, ou ton système de jeu. Mais déjà, de base, le projet, je le trouvais rafraîchissant parce qu'il nous amène dans un autre univers. On a envie de... Moi j'avais envie de voir des prédateurs justement pour ça. Des PNJ, tout ça, pour me dire, voilà, pour un peu m'amuser au niveau des figurines qui vont se balader, aller chercher des choses qu'on fait pas d'habitude. Ouais, c'est intéressant quand même de regarder les cartes parce qu'on voit que Blanche a imprimé qu'une seule fois, donc on voit ouais, le nombre de fois que ça va apparaître prédateur ou tempête magique, donc pas tant que ça. On voit les attaques, ok. Et donc là, c'est les stratégies, c'est ce qu'on avait lu, et ça, c'est les fameux. Tu nous as mis des petits marqueurs pour une impression rapide. Tu as fait une feuille de référence, c'est très bien. C'est très bien d'avoir fait une feuille de référence, merci à toi. C'est important. Ça permet de savoir ouais, combien il y a de trucs. Et lorsque vous serez prêt, lancez-vous dans la campagne La marque du golem, let's go. Donc bah, je trouve que c'est intéressant, déjà le système de cartes ça change un peu. Il n'y a pas de dés quoi, t'as un jeu déjà sans dés, c'est assez cool. Je vois que ça se joue beaucoup sur les mêmes mécaniques, se cacher. Enfin c'est des mécaniques assez simples. J'aimerais bien voir ça sur table, parce que je vois aussi par exemple qu'il n'y a pas beaucoup de PV. Donc je me demande à quel point c'est létal ton jeu. Voir comment ça tient sur la table et tout ça. Bah, j'ai très envie de tester en tout cas. C'est du bien, c'est un truc assez frais. Même dans les mécaniques, du coup, il n'y a pas que. Sans que ce soit totalement what the fuck, tu restes quand même sur certains trucs qui sont comment dire, habituels. On n'est pas perdu non plus tout en lisant le doc. Y a pas, tout n'est pas changé. Il y a des choses qui sont assez, c'est commun et habituelles dans le jeu de Fig. Donc on a quand même des bases. Mais voilà, il y a ce petit système de cartes qui est un peu différent. T'as opté pour une façon de fabriquer les teams qui est très libre, ça je trouve ça assez intéressant. Maintenant je suis curieux de voir comment d'autres vont se réapproprier la chose. Parce que tu nous donnes des indications de peinture, mais en soi, bah, j'ai hâte de voir un peu les lores quand même, pour voir si tes directives sur l'aspect des amis, si c'est plutôt free. Même si t'as l'air de partir dans un délire, là ça me fait penser, tu sais, à un Crash Bandicoot, là, celui qui est partout, là, Ouga Ouga. Les petits familiers ils sont complètement timbrés comme type de créature, c'est rigolo. Hâte de tester, en plus pas bien dur de tester tout de suite vu que t'as tout mis en print and play. Donc on n'aura même pas besoin de te croiser sur le salon si on veut vraiment tester. J'espère que ça vous a intéressé, vous avez le lien, car nous on va continuer à suivre le projet, mais je vous invite à lire de votre côté le lore. Voilà, donc c'était la découverte des règles AMI. Le peuple de l'herbe. Des bisous, des bisous.